Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite au nom de Visiative la bienvenue dans cette vidéo dédiée à la 3D Experience. Je m'appelle Laurent Simon, je suis le directeur du pôle avant-vente de Visiative et je serai accompagné de Cédric Grandin et d'Albert Delatour, tous deux consultants chez Visiative. Aujourd'hui, nous allons vous proposer deux sessions en vidéo autour de ce thème de la 3D Experience. Une intitulée « Conception produit, collaboration et innovation avec Katia à l'ère de la 3D Experience » et qui doit vous permettre au final d'avoir un premier aperçu de ce qui est devenu Katia dans le monde de la 3D Experience. La deuxième session, elle focalisera, elle, sur le pilotage et la supervision du développement du produit, tout en reprenant certains éléments abordés dans la première vidéo. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la 3D Experience ? La 3D Experience, c'est une plateforme en opposition avec une succession d'applications indépendantes permettant de fédérer tous les acteurs de l'entreprise, tout au moins ceux en relation avec le produit. Cette plateforme, elle a pour vocation d'assurer à l'ensemble des collaborateurs un environnement de travail commun, dynamique, collaboratif, où tout le monde travaillera autour de projets et de produits et non plus autour de ces fichiers. Pour schématiser, prenons le compas qui est le symbole graphique de la 3D Experience et qui nous donne accès à un ensemble applicatif selon votre profil ou vos besoins. On va retrouver sur ce compas, au nord ce qu'on appelle l'aspect collaboratif, la gouvernance du projet et la gestion du cycle de vie. À l'ouest, l'aspect conception et modélisation 3D ou 2D. Au sud du compas, l'aspect simulation, tant au niveau de la simulation mécanique que de l'usine numérique. À l'est, l'aspect collecte d'informations décisionnelles en provenance de sources externes, exemple le web tout simplement, et internes dans l'entreprise par vos différents systèmes d'information. Et ce sont ces 4 points cardinaux qui constituent notre expérience. Celle vécue par les utilisateurs de la plateforme, qui bénéficient d'un environnement immersif, fédérateur, mais finalement aussi celle vécue par votre client final qui obtiendra un produit abouti, conçu en parfaite collaboration par tous les acteurs de votre société. Cette plateforme, elle est bien sûr déployable dans un contexte industriel complexe, couvrant des processus ou architectures lourdes, du marketing à la fabrication, en passant par les achats, les méthodes, la conception. Mais finalement, elle sait tout autant être performante dans un cadre beaucoup plus ciblé bureau d'études et pour des tailles d'entreprise de type PME. Et c'est ce que nous allons vous présenter tout de suite dans un objectif d'idéation, de conception mécanique, activité somme toute très classique de tout bureau d'études, en insistant sur les fonctionnalités habituelles telles que connues par la plupart d'entre vous dans Katia V5, mais aussi de vous faire découvrir la nouvelle interface et ses évolutions en matière de collaboration. Pour ce faire, nous avons pris comme exemple dans notre scénario une société fictive conceptrice de motos. Aucune méthodologie ou process industriel métier particulier n'est abordé, pas de panique, que vous soyez un acteur du domaine automobile, aéronautique ou de conception d'équipements industriels, cette présentation doit vous parler. Le parti pris est que ce projet de création, de mise à disposition sur le marché d'une moto est en phase de finalisation, mais quelques évolutions restent encore à apporter autour de la fourche de la moto, ainsi que sur le groupe transmission-suspension arrière. 2 rôles seront joués lors de cette session par mes collaborateurs, un responsable produit et un concepteur mécanique. Albert et Cédric joueront chacun un de ces rôles à tour de rôle et parallèlement à certains moments de la présentation. Les étapes qui seront parcourues ensemble sur cette vidéo permettront de créer de nouvelles pièces, créer de nouveaux assemblages, vérifier des hypothèses de conception, travailler en mode collaboratif sur une même pièce au final et exploiter les possibilités d'interopérabilité avec Katia V5. Une petite précision s'impose, même si ce scénario reste dans le domaine pur de la conception CAO et donc limité au rôle de Katia, nous allons commencer par nous connecter à la plateforme en nous identifiant, nous permettant ainsi de récupérer les rôles et droits de chaque utilisateur et de nous placer dans un contexte de travail collaboratif qui ne quittera plus le concepteur dorénavant. Il s'agit là de la première grande différence entre le monde Katia V5 et la 3D Experience.
Et maintenant, messieurs, place à la démonstration. Merci Laurent. Nous allons commencer par vous présenter la plateforme en se connectant à celle-ci. Donc Albert lance son navigateur web et va se connecter à la plateforme en utilisant un login et un mot de passe. Donc une fois connecté, il arrive sur ce qu'on appelle un dashboard ou un tableau de bord en français, dans lequel il va retrouver l'ensemble de ses projets auxquels il a été affecté, ainsi que ses tâches affectées en attente ou actives. Et il accède également aux espaces de collaboration dans lesquels on va retrouver l'ensemble des données liées au projet Nakamil. Donc, vous voyez par exemple qu'il va visualiser le biellet amortisseur dans le viewer 3D, donc qui est intégré à la plateforme et au navigateur web. Donc, faisons maintenant le focus sur un projet en particulier. Donc, Albert va ouvrir le projet Fourche, dans lequel nous allons avoir le détail des tâches affectées par le chef de projet. Albert va ainsi pouvoir facilement retrouver les informations liées à ce projet, donc le statut des projets et ainsi de suite, et va voir en détail la planification projet pour visualiser les tâches qu'il doit effectuer. Donc ici, il a une tâche à faire qui est la symétrie d'assemblage du rétroviseur. Donc à partir de cette tâche, il va pouvoir accéder au livrable qui, en l'occurrence, ici sera l'ensemble fourche, donc la géométrie 3D. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut également attacher comme livrable à une tâche des documents de type Word, Excel et de la 3D, bien entendu. Donc à partir de cette tâche et de ce livrable, Albert lance maintenant l'outil qui va permettre de naviguer à travers la maquette numérique qu'on appelle Product Finder. Donc l'application est en train de se lancer et va charger l'ensemble fourche dans le client Product Finder qui nous permet de visualiser en 3D notre assemblage de la fourche, de l'ensemble fourche. Voilà. L'application se lance. Les données sont en train de se charger dans le navigateur. Voilà, donc vous pouvez visualiser en 3D directement l'ensemble fourche, donc qui est issu du projet ensemble fourche précédemment vu. Donc vous voyez par exemple qu'il y a plusieurs possibilités pour visualiser la donnée 3D, notamment en utilisant des tableaux tournants, des plateaux tournants. Donc Albert navigue à travers sa maquette numérique et peut ainsi sélectionner rapidement des composants, soit dans l'arborescence, soit graphiquement. Donc là, on est toujours dans une couche de visualisation. Nous ne sommes pas en train d'éditer la géométrie. Donc maintenant, Albert lance l'outil d'édition qui va permettre de modifier cette géométrie. Donc on va vraiment rentrer dans les applications de type Part Design, Assembly Design. Donc ce sont les applications que vous connaissez déjà en CATIA V5, qui existent bien entendu toujours en 3D Experience CATIA. On appelle ça maintenant des apps. Alors bien entendu, ces apps ont été améliorées par rapport à CATIA V5. Albert va maintenant donc effectuer son travail qui consiste à symétriser, faire la symétrie du rétroviseur sur l'ensemble fourche. Donc il lance la fonction symétrie, donc qui a pas mal évolué en 3D Experience CATIA. Donc graphiquement, il va pouvoir sélectionner les éléments à symétriser.
Donc, notamment, il va prendre le rétroviseur. Et grâce à un outil, vous allez pouvoir sélectionner très rapidement par rapport à ce rétroviseur toutes les pièces qui sont à proximité. Vous voyez qu'il a sélectionné non seulement le rétroviseur, mais également le frein et le maître-cylindre. Il va pouvoir maintenant, à partir directement des fonctionnalités immersives, donc vous avez vu que toutes les fonctions sont directement dans l'interface, les options de la fonction symétrie, il va pouvoir sélectionner graphiquement les éléments. Donc soit il fait une symétrie de position, soit il crée une symétrie en créant une nouvelle référence de pièce, ou alors il va être possible également de remplacer une pièce de la symétrie par une autre pièce directement en base. Donc là, il positionne une pièce de la symétrie. Donc il fait une rotation pour la positionner correctement dans les résultats de symétrie. Donc là, il va définir, soit il choisit de créer une nouvelle référence, soit il utilise la même référence de pièce parce que la vis est la même à gauche comme à droite sur la fonction de symétrie. Donc vous voyez qu'il utilise toujours les fonctions immersives. Il ne retourne pas dans la barre d'outils en bas pour sélectionner les options. Les options sont proposées directement, graphiquement, lors de l'édition. Et là, donc, il choisit d'aller chercher dans la plateforme un autre maître-cylindre, car celui proposé par la symétrie n'est pas exactement le même à gauche qu'à droite. Donc il a la possibilité d'aller sélectionner en base un autre maître-cylindre, toujours dans cette fonction de symétrie. Le remplacement est fait. Et vous voyez le résultat final. Donc l'ensemble fourche a été la symétrie du rétroviseur s'est effectuée sans souci en récupérant soit des pièces existantes, soit en créant de nouvelles références. Il va pouvoir sauvegarder son travail en base en faisant un enregistrement. Et suite à ça, revenir dans le navigateur web pour aller changer le pourcentage de sa tâche et indiquer au chef de projet qu'il a effectué sa tâche. Donc 100%, et il enregistre et la tâche va être maintenant terminée. Et comme vous venez de le voir, la tâche est passée à 100% et Albert vient de terminer sa tâche. Donc maintenant, on va passer à la suite de la conception de notre fourche. Donc cette fois-ci, c'est Cédric qui va venir travailler sur le support phare de notre pièce, de notre assemblage. Donc cette fois-ci, on va attaquer la conception d'une pièce de tôlerie. Donc Cédric, cette fois-ci, va se connecter directement à la 3D Experience, mais sans passer par le navigateur web, mais par l'interface CATIA. Donc il va simplement ouvrir son raccourci CATIA sur le bureau, se connecter, venir chercher par les outils de recherche la pièce sur laquelle il veut travailler, c'est le support de fixation du phare. C'est une patte de fixation. Donc là, il a les différentes recherches avec le mot patte. Il va venir ouvrir ce fichier-là.
Donc la conception avait déjà été démarrée, donc on va retrouver les esquisses de base et les éléments permettant de travailler. Voilà, donc on va choisir tout de suite le bon atelier, c'est-à-dire que comme c'est une pièce de tôlerie, on va venir chercher l'atelier sheet metal. On va changer l'affichage pour visualiser tous les éléments de construction et les esquisses. Voilà. Première étape pour une pièce de tôlerie, donc là on va retrouver quasiment les mêmes fonctionnalités qu'en V5. C'est qu'on va pouvoir déjà définir les propriétés de notre tôle, son épaisseur. Voilà, donc son épaisseur, ses rayons de pli standard, comment on va délimiter les extrémités des plis, le coefficient de perte au pli. Donc toutes ces choses-là, on va pouvoir les définir pour l'ensemble de notre pièce. Une fois qu'on a validé ça, on va pouvoir maintenant attaquer la conception proprement dite. Donc on va démarrer par la conception d'une plaque. On va prendre l'esquisse. Automatiquement, il a repéré la bonne épaisseur, donc on n'a plus qu'à valider la création de cette plaque. On va pouvoir maintenant continuer en définissant une nouvelle esquisse. Voilà, on va s'appuyer sur la géométrie qui existe déjà. On va venir cacher la géométrie qui ne nous intéresse plus. Créer des éléments pour limiter le bord roulé qu'on veut faire. Donc on voit qu'on a un menu immersif qui nous permet rapidement, en sélectionnant les éléments, de pouvoir avoir accès aux options principales, le dimensionnement, le fait de passer les éléments en éléments de construction. Voilà. On va maintenant relimiter notre courbe pour garder que la partie qui nous intéresse. Puis on va revenir en 3D en sortant de l'esquisse et on va pouvoir faire cette fois-ci une plaque de départ mais une plaque roulée. Voilà, on va pouvoir modifier les dimensions de la plaque si nécessaire, l'orientation de l'épaisseur matière. Une fois que tout ça est bon, on va pouvoir valider notre plaque. Donc maintenant on va devoir relier les deux plaques entre elles. Donc Cédric va pouvoir rajouter un congé de raccordement entre nos deux plaques. On va sélectionner les deux plaques, l'orientation de notre rayon et sa valeur. Donc sa valeur, comme elle est définie par un rayon calculé par défaut par rapport aux propriétés de la plaque, on va pouvoir le changer en supprimant la fonction qui calcule le rayon automatique et en rajoutant le rayon manuellement si on veut un rayon différent de celui qui est défini par défaut. Voilà, donc là on a maintenant nos deux plaques qui sont reliées par le rayon de raccordement. On va pouvoir avoir une vue dépliée de notre pièce pour voir si le logiciel arrive bien à calculer la pièce dépliée, la pièce pliée d'après les informations qu'on lui a données. Et maintenant on va pouvoir continuer notre conception, par exemple en rajoutant une patte à l'arrière pour venir fixer notre pièce sur la fourche. Donc on va faire un bord tombé. On va pouvoir donner les limites du bord tombé et donc par l'empilement des fonctions directement depuis le bord tombé, on va pouvoir créer des points, des lignes. Là on a besoin de 2 points pour définir les bords de notre bord tombé. Voilà. Les limites de notre bord tombé sont définies. On va maintenant pouvoir donner la courbe d'appui du bord tombé, prévisualiser le bord tombé, l'inverser si nécessaire et il n'y a plus qu'à valider et il va rajouter ce bord tombé avec
le reste de la pièce. Donc maintenant il nous reste à faire des petits perçages pour venir fixer les différents éléments sur notre pâte. Donc on va pouvoir commencer par un trou qu'on va définir concentrique à notre bord de pièce. Voilà, sur ce trou-là, on va pouvoir rajouter un petit embouti circulaire pour rigidifier cette zone. On va pouvoir changer les valeurs, mettre des rayons plus petits ou plus grands si besoin. Orienter la pièce, prévisualiser, puis valider. Voilà. Maintenant, il nous reste d'autres perçages à faire pour les différentes fixations. Donc un sur le petit bord tombé. Puis deux autres trous. Donc où on avait déjà prépositionné les points de perçage. On va pouvoir faire le deuxième point pour aller plus vite par symétrie. Voilà. Maintenant, il nous reste à faire un petit évidement rectangulaire sur notre partie cylindrique. Donc, on va recréer une nouvelle esquisse pour définir la forme de notre évidement. Voilà. On va pouvoir rapidement rajouter des congés à notre forme rectangulaire et donner les valeurs de ces congés. Voilà. Donc, petite remarque sur cet évidement rectangulaire, c'est qu'on l'a fait sur la pièce pliée. Par contre, il paraît logique que ce sera fait plutôt sur la pièce dépliée en fabrication. Et vous voyez bien que de lui-même, Katia a bien compris que le poinçonnage était fait à plat et que sur la pièce en visualisation 3D, on a bien les bords qui sont normaux à notre cylindre et donc qui sont bien faits avant pliage. Il nous reste maintenant à finir notre pièce en rajoutant un petit renfort pour rigidifier un petit peu notre pièce. Donc on va venir faire une petite frappe supplémentaire. Donc on va pareil s'appuyer sur un point qu'on avait déjà créé à l'avance. On va pouvoir changer le premier rayon pour lui mettre une valeur de 5 par exemple. Et voilà, notre pièce de tôlerie est finie. Donc elle se déplie comme il faut, donc on n'a pas de souci. Donc maintenant ce qu'on va pouvoir voir, c'est une nouveauté sur la 3D Experience par rapport à ce qu'on connaissait sur la V5, c'est qu'en plus de concevoir notre pièce, nous allons pouvoir définir les différentes gammes de réalisation de notre pièce. Donc pour cela, on a un nouvel outil qui va nous permettre de créer un solide par gamme de pliage ou de poinçonnage. On va pouvoir donc définir comment on veut positionner ces différents corps de pièces qu'il va nous créer. Lancer l'analyse de notre gamme. Voilà, il a défini différentes opérations d'après les opérations qu'on a fait lors de la conception. Et maintenant, on a la possibilité de modifier l'ordre ou de regrouper les opérations en une seule phase. Donc, par exemple, ce qu'on va pouvoir faire, c'est reprendre notre raidisseur et le déplacer pour que ce soit la dernière opération de notre gamme. Et on va pouvoir également prendre tous les poinçonnages et les associer dans une même phase de production. Maintenant, on peut valider ceci et on va retrouver dans notre arbre de conception les différentes phases définies par des corps de pièces distincts, ce qui nous permettra par la suite de, si besoin, définir d'un outillage grâce à ces différentes opérations de tôlerie. Donc maintenant,
on va pouvoir passer à l'étape de mise en plan de notre pièce. On va pouvoir créer un nouveau fichier mise en plan, lui donner sa désignation, donc l'appeler par exemple comme notre pièce 3D. Donc là, on va retrouver pareil un petit peu les mêmes fonctionnalités qu'on avait en V5. On va pouvoir faire de la mise en plan avec le fait de voir ou pas voir le quadrillage sur le 2D. On va pouvoir créer différentes vues sur notre mise en plan. On va pouvoir déjà créer une vue de face de notre pièce finie. Voilà, on va générer une vue dépliée de notre pièce. Voilà. Donc comme tout à l'heure on a pu créer notre gamme de tôlerie, on va pouvoir maintenant mettre en plan cette gamme de tôlerie. Donc on va pouvoir demander à avoir sur différents calques les différentes opérations de notre gamme. Donc on va venir sélectionner notre pièce. Et il va nous générer un calque par opération de pliage ou de poinçonnage. On n'aura ensuite plus qu'à remettre un peu en plan nos vues en les réordonnant un peu comme on le veut, mais l'essentiel du travail est fait. Voilà. Donc pour finir, on peut revenir sur le premier calque et rajouter notre cadre, notre cartouche. Voilà, notre mise en plan est faite. On va pouvoir fermer le fichier et revenir sur notre 3D. Ce qu'on remarque, grosse différence par rapport à CATIA V5, c'est que cette fois-ci, sur notre fichier patte de fixation, on va retrouver notre représentation 3D, mais on va également retrouver directement dans l'arborescence de notre pièce la représentation 2D. C'est-à-dire que cette fois-ci, on n'aura pas besoin de chercher notre mise en plan par rapport à la pièce, mais les deux seront directement accessibles depuis le même fichier. Donc, on n'a plus maintenant qu'à sauvegarder, après avoir caché les différentes opérations, si on ne veut pas les voir dans l'assemblage par exemple. On va cacher nos différentes opérations de pliage, garder que la pièce finie, masquer si nécessaire la géométrie filaire qui ne sert plus à grand chose, et sauvegarder notre pièce, et automatiquement il va sauvegarder le 3D mais également le 2D associé. Donc comme on est sur un espace collaboratif, ce qu'on va pouvoir remarquer, c'est que de mon côté, moi j'ai mon ensemble fourche qui est ouvert. Cédric a créé et a modifié la patte de fixation. De mon côté, je vais pouvoir faire une mise à jour de mon assemblage directement pour voir quelles sont les pièces qui ont été modifiées et est-ce qu'il y a des pièces à mettre à jour. Donc, je lance une analyse de mon assemblage. Donc, il va venir réinterroger la base sur le serveur et il me dit qu'il y a des objets à actualiser. Je le valide. Voilà, et je récupère la patte de fixation de Cédric en position dans mon assemblage. Maintenant, je peux venir dans mon arbre également réafficher les pièces, les vis, tout ce qui avait été caché pendant la phase de préétude. Et maintenant, j'ai mon clignotant avec sa patte de fixation et également la symétrie qui avait déjà été préparée de l'autre côté. Nouvelle étape maintenant, on va passer à de la conception de pièces solides et on va travailler sur l'étrier de frein pour vous montrer un
petit peu les nouvelles fonctionnalités que nous avons en conception solide. Donc Cédric, je te laisse commenter. Oui, merci Albert. Donc maintenant, Albert va travailler sur l'étrier de frein, comme il vient de le dire. Donc il va ouvrir cette pièce dans un nouvel onglet. Donc il va concevoir une pièce solide en utilisant donc les fonctions que vous connaissez bien de Part Design, extrusion, poche. Alors la petite nouveauté, c'est que vous voyez qu'il va utiliser directement les fonctions immersives. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'aller sélectionner dans la barre d'outils les fonctionnalités. Effectivement, dans la 3D Experience CATIA, maintenant, directement depuis la zone graphique, je vais pouvoir créer ces fonctions. Donc vous voyez par exemple, là, Albert en ce moment est en train de créer une extrusion solide. Donc il est en train de créer de la géométrie. Et cette... On va recommencer, je me suis planté. Ah. Donc, On commence au début de votre... ouais, au début là. Ouais. Ouais. Ok. Donc, Alors, on va juste valider techniquement qu'il arrive à... non, je n'étais pas dans le bon atelier. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est simplement ça. Donc, allez, on va reprendre de là. Donc un point pour Cédric, moins 1 pour... Voilà, tout à fait. Égalité. Donc Albert a ouvert sa pièce dans un nouvel onglet afin de travailler directement cette pièce à l'aide des applications Part Design. Donc la petite nouveauté par rapport à CATIA V5, c'est que vous allez pouvoir directement créer la géométrie graphiquement, donc sans passer par la barre d'outils. Vous voyez qu'Albert là est en train de créer une extrusion simplement à la souris en manipulant l'esquisse et en tirant sur la boussole. Donc il a créé une extrusion, là il est en train d'en faire une seconde, donc toujours basée sur des esquisses. Les fonctions sont toujours basées, les fonctions esquissées sont toujours basées sur des esquisses. Et vous voyez que dans l'arborescence, on retrouve bien les extrusions, sauf qu'elles ont été créées effectivement graphiquement, sans passer par la barre d'outils. Donc Albert va ensuite créer sur les faces sélectionnées une dépouille en définissant l'élément neutre. Donc il donne un angle à cette face afin de la dépouiller. Et idem pour la face du dessous, il va lui donner également un angle de dépouille. En définissant bien sûr toujours l'élément neutre. Donc une fois cette dépouille effectuée, il va maintenant créer, donc il affiche plutôt un renfort. Donc il y a toujours bien sûr en 3D Experience CATIA cette notion de corps de pièce, qui va vous permettre de scinder votre conception mécanique en plusieurs parties et au final d'avoir un résultat grâce aux opérations booléennes. Donc petite nouveauté dans les opérations booléennes, vous avez la possibilité de sélectionner uniquement une face à conserver plutôt que, si vous connaissez CATIA V5, de sélectionner des faces à enlever, ce qui augmente la sélection. Donc la optimisation de la sélection en travaillant plutôt avec des faces à garder. Donc suite à cette opération booléenne, Albert va maintenant afficher d'autres esquisses afin de créer à partir de ces esquisses un enlèvement de matière, donc à savoir des poches. Donc une seconde poche. Donc vous voyez, toujours graphiquement, il sélectionne les éléments. Alors petite nouveauté aussi, donc il va pouvoir directement, donc suite à cette dépouille là, il est en train de finir effectivement les dépouilles sur sa pièce, donc il va pouvoir directement créer sur sa pièce les congés de raccordement. Toujours dans le même principe, en sélectionnant graphiquement l'arête et en tirant sur la flèche afin de définir
le rayon. Alors vous avez vu qu'on peut également renseigner le rayon manuellement, bien entendu, en mettant une valeur. Autre fonction également, autre nouveauté, il y a une fonction qui s'appelle raccordement automatique qui va vous permettre de faire des congés sur l'ensemble de la géométrie donc, et de définir des faces qui ne seront pas impactées par ces congés. Donc, une façon très rapide de créer des congés sur votre géométrie. Donc, un congé bien sûr identique sur l'ensemble des arêtes vives et ne garde que effectivement les faces sélectionnées Ensuite, la prochaine étape, ça va être de créer maintenant des trous. Donc Albert est en train de définir les esquisses pour créer ces trous. Donc il est fait bien sûr concentrique par rapport à la géométrie solide. Il sort de l'esquisse. Et encore une fois, graphiquement, il va pouvoir directement manipuler pour faire un enlèvement de matière. Donc vous voyez que grâce aux manipulations graphiques, on a quand même un confort d'utilisation intéressant et une optimisation pour la conception, puisqu'on n'est plus obligé d'aller chercher directement dans la barre d'outils la fonctionnalité, mais on peut directement les retrouver graphiquement sur la pièce. Donc là, Albert est en train de définir un trou sur sa pièce. Donc il paramètre son trou, un trou lamé, de type lamé, en définissant bien sûr le standard de trou. Il va pouvoir ensuite répéter ce trou à l'aide d'une répétition personnalisée. Donc une répétition personnalisée, c'est une esquisse dans laquelle on a créé des points de positionnement et je vais pouvoir répéter ce trou par rapport à cette esquisse positionnée. Donc c'est ce qu'on appelle une répétition personnalisée. Ensuite, il se rend compte que les trous ne sont pas tous forcément identiques dans le résultat final. Il va donc casser cette répétition pour obtenir au final des trous uniques. Et il va pouvoir redéfinir chaque trou indépendamment de cette répétition en leur mettant les bonnes valeurs, notamment ici en changeant le diamètre. Et ensuite, petite nouveauté aussi en 3D Experience. Donc là, il termine sa définition de trou. Et il va pouvoir dupliquer rapidement les propriétés de ce trou à d'autres trous. Donc vous voyez qu'il affiche uniquement les fonctions qui sont du même type et met en transparence l'ensemble de la pièce. Donc le travail est terminé. Albert va pouvoir sauvegarder son travail. Et nous allons passer à la prochaine étape qui consiste à définir en surfacique la conception du garde-boue. Bien, maintenant on va attaquer la conception surfacique de notre garde-boue pour voir les nouveautés dans les fonctionnalités surfaciques. Donc comme précédemment, on va venir ouvrir notre garde-boue, donc où les principales esquisses ont déjà été créées. On va venir ouvrir le fichier séparément de l'assemblage. Voilà, et récupérer
les premières esquisses. Donc on va pouvoir, en basculant sur l'atelier surfacique, venir recréer de la géométrie, également grâce au menu immersif, directement, sans venir chercher les différentes fonctions dans les arbres, dans les barres d'outils, pour se positionner par rapport à l'axe et par exemple lui demander de faire une révolution surfacique de notre esquisse. On va pouvoir ensuite récupérer une deuxième esquisse ici, faire une extrusion, lui demander également de faire cette extrusion en symétrie, puis en sélectionnant les deux surfaces, lui demander de faire une découpe assemblée de ces deux surfaces. On va pouvoir rajouter des congés de raccordement ici. Récupérer maintenant des nouvelles esquisses pour continuer notre pièce. Toujours sur le même principe. On crée une surface d'après le menu immersif. Puis on en profite pour également créer les opérations de relimitation, de découpe. Nouvelle surface, cette fois-ci on va couper notre surface principale par cette surface là qui nous a servi à couper, on va pouvoir la cacher, et une dernière coupe grâce à cette surface là. Voilà, on a un demi garde-boue qui a été créé. On va pouvoir rajouter un dernier congé de raccordement ici. Puis, par une opération de symétrie, et un assemblé. On a maintenant notre garde-boue qui est quasiment finalisé. On va pouvoir maintenant masquer nos différentes esquisses ici. Voilà, donc on a rapidement réussi à faire notre surface grâce au menu immersif. Autre nouveauté de la 3D Experience, c'est qu'on va pouvoir revenir sur la conception, rapidement retrouver les parents, les enfants, et faire de la modification dynamique de notre surface. Donc on peut le faire sur la pièce seule, on va pouvoir également le faire en prévisualisant notre garde-boue sur l'ensemble fourche. Donc si je viens par exemple récupérer ici voilà, cette surface-là, je vais pouvoir lui demander de me visualiser les parents, les enfants de ma conception. Je vois que mon cylindre m'a permis de découper ma pièce et je vais pouvoir également venir récupérer l'esquisse de mon cylindre et la faire glisser en dynamique pour modifier ma pièce. Et automatiquement, ça va me modifier
ma pièce en 3D. Et si je valide, je vois la modification de ma pièce ici à l'écran. Je peux revenir en arrière si nécessaire. Pareil pour la découpe. Je vais pouvoir venir visualiser grâce à quelle surface on a créé notre découpe. Voir les parents, les enfants. Donc je revois que c'est grâce à cette extrusion-là. Cette extrusion-là, elle a été faite grâce à l'esquisse ici. Et pareil, l'esquisse, je vais pouvoir la prendre et dynamiquement je vais pouvoir venir modifier, si nécessaire, certains éléments de mon esquisse pour avoir la bonne géométrie. Et voilà notre ensemble fourche qui est quasiment finalisé. Bien, on va attaquer une nouvelle phase de notre démonstration. Cette fois-ci, petite problématique de conception. Les premiers essais sur la moto ont rendu des résultats plutôt négatifs et on s'aperçoit que l'amortisseur à ressort qui était prévu sur la moto n'est pas convaincant. Et il a été décidé au niveau du projet de remplacer cet amortisseur-là par un amortisseur à air type Fournales. Donc Cédric va devoir retravailler la cinématique du bras arrière. Donc il va pouvoir revenir sur sa moto et venir rouvrir l'esquisse qui nous avait permis de faire la préétude de la cinématique de l'amortisseur. Donc il va pouvoir repositionner les différentes pièces de cette cinématique. Donc on a schématisé le bras oscillant de la moto, de la roue arrière. On a schématisé les biellettes et l'amortisseur. On va pouvoir repositionner les différentes pièces suivant les nouvelles positions induites par le nouvel amortisseur. Donc on va simplement créer des contraintes dans l'esquisse. On repositionne les différentes biellettes aux nouvelles positions. Et maintenant que notre esquisse est contrainte, donc vous avez l'habitude, vous voyez que l'esquisse est verte pour dire que tout est contraint, suffisamment contraint, on va pouvoir utiliser une nouveauté de la 3D Experience qui est la cinématique en esquisse. Donc on va venir se mettre en cinématique et à ce moment-là, on va s'apercevoir qu'il nous détecte automatiquement les différentes pièces de notre assemblage. Il met des codes de couleurs pour les différencier. On va pouvoir animer à la main cette cinématique, donc en faisant bouger le bras oscillant, on va bien bouger l'amortisseur, les différentes pièces, les différentes biellettes. On va pouvoir également générer une trace d'une des pièces à différentes positions. Ceci va nous permettre de faire des préétudes et voir des encombrements par exemple. Donc voilà, on va pouvoir générer une première position, une deuxième position par exemple. Et en pointillé, on a les différentes positions de débattement de notre bras oscillant. On va pouvoir également venir définir des propriétés à notre cinématique au niveau de la vitesse, du temps. Donc par exemple, on pourra lui dire que notre cinématique est du type oscillante avec un certain débattement et une certaine fréquence. Voilà. Et maintenant, lancer une animation, cette fois-ci, automatique, d'après nos paramètres de temps. Voilà. On visualise bien maintenant que notre amortisseur a le bon débattement, la course est suffisante. On a fini notre phase de préétude, on va pouvoir maintenant revenir sur notre assemblage et venir cette fois-ci repositionner le nouvel amortisseur sur notre sous-ensemble amortisseur sur lequel on avait enlevé précédemment le premier amortissant à ressort qui n'était pas convaincant. Bien, maintenant Cédric va venir chercher l'amortisseur dans la base. Donc il va venir lui demander de l'insérer.
recherche dans la base par nom. Voilà. L'amortisseur vient de s'insérer dans notre assemblage. Pour l'instant, on va le laisser dans le vide. On va pouvoir maintenant voir que notre assemblage de l'amortisseur est un assemblage flexible, donc qui permet de comprimer ou de détendre l'amortisseur même dans un assemblage supérieur. On va pouvoir donc faire simplement une mise à jour de nos contraintes d'assemblage pour qu'ils prennent cette option en compte. Voilà, il nous avertit simplement pour cette option-là. Et maintenant, on va pouvoir le positionner par rapport aux différentes billettes et aux différentes pièces de notre sous-ensemble. Donc, la nouveauté entre d'expérience, c'est qu'on ne parle plus de contraintes d'assemblage, mais de contraintes cinématiques. Donc, on va pouvoir directement lui spécifier que le positionnement de notre amortisseur sur l'axe est un positionnement de type pivot. Et donc, il va assimiler un ensemble de contraintes d'assemblage dans une contrainte de cinématique. Donc, par exemple, ici, on a un décalage face-face et une coïncidence axe-axe pour définir le pivot. On va pouvoir rapidement lui dire qu'on ne veut pas que les deux faces soient en contact, mais qu'elles soient décalées de X millimètres. Voilà. On va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Et maintenant, notre amortisseur est en position. Une fois qu'on a mis notre amortisseur en position, on va pouvoir cette fois-ci créer notre cinématique. On va donc venir chercher l'atelier cinématique. Créer cette nouvelle cinématique. Il va nous demander un nom pour la cinématique. Et là, le gros avantage, c'est qu'automatiquement, notre cinématique est créée. Il va récupérer les contraintes d'assemblage et également définir s'il y a des commandes. On voit qu'il a directement retrouvé la commande de notre cinématique ainsi que les différentes liaisons. Et on va pouvoir maintenant animer notre sous-ensemble amortisseur. Il ne reste plus qu'à sauvegarder les modifications faites dans le sous-ensemble et revenir sur la moto pour étudier la cinématique cette fois-ci de l'ensemble complet de notre moto. Donc ce qu'on va voir, c'est qu'il y a déjà une cinématique qui est existante sur le bras oscillant. Voilà, où on voit bien que notre pignonnerie avec la chaîne et la roue bouge bien suivant l'axe du bras oscillant. L'objectif maintenant, ça va être de relier les deux cinématiques, celle de l'amortisseur et celle du bras oscillant. Donc pour cela, on va se créer une nouvelle cinématique au niveau de la moto complète. Toujours pareil, renommer le nom de la cinématique vu que celle-ci va se retrouver en base. Et on va simplement maintenant lui demander de récupérer les deux cinématiques des sous-ensembles. Donc, dans l'onglet assemblage, on va retrouver les différentes cinématiques existantes. Voilà, nous, celle qui nous intéresse, c'est celle de l'ensemble amortisseur et celle du bras oscillant, c'est les deux premières. On valide et
on va se retrouver avec une cinématique au niveau de la moto, avec des commandes. Et cette fois-ci, on va retrouver les deux commandes, celle du bras oscillant, celle de l'amortisseur. Et si on manipule une des commandes, on voit automatiquement l'autre également s'animer. Donc on a bien le mouvement du bras oscillant et de l'amortisseur qui sont liés l'un à l'autre. Donc voilà rapidement expliquer les nouveautés au niveau de la cinématique en 3D Experience. Nous allons maintenant travailler sur l'interopérabilité V5-V6, c'est-à-dire récupérer des fichiers CATIA V5 pour les convertir en 3D Experience et travailler dessus. Nous allons venir chercher avec l'import un fichier CATIA V5, donc par exemple le carter fichier qui est en V5R22, le CAD drawing, et je vais demander de l'ouvrir. Il va me demander si je veux l'ouvrir et le convertir, et si je vérifie qu'il a déjà été importé par quelqu'un d'autre et le mettre à jour le cas échéant. Il va également me proposer de venir importer la CAD part associée à mon CAD drawing pour bien avoir l'associativité entre les deux fichiers. Je valide l'import, celui-ci s'est passé sans problème, et maintenant je me retrouve avec mon carter alternateur V5 converti en 3D Experience. Je vois que j'ai mon arborescence avec les différentes fonctionnalités, et j'ai également, en plus de la pièce 3D, la mise en plan 2D, que je peux venir également afficher dans un nouvel onglet, voilà, qui est là, et qui est associative avec mon fichier 3D. Je peux par exemple venir modifier une valeur de rayon, la passer de 6 à 5, et venir mettre à jour ma mise en plan et vérifier ma cote de rayon. Et je vois bien que mon rayon est à 5. Nous pouvons également récupérer un fichier 3D Experience et le convertir en CATIA V5. Donc par exemple le corps des treillis extérieurs que je vais venir exporter. Nous allons avoir le choix du format, donc 3D XML, en step, mais également en tant que fichier CATIA V5. Nous allons pouvoir lui dire à quel endroit nous voulons sauvegarder notre fichier V5, et nous allons pouvoir lui donner la version de conversion. Si nous choisissons une version équivalente à la version de 3D Experience, donc 2016 dans notre cas, nous allons pouvoir convertir le fichier en récupérant toute l'arborescence. Si nous décidons de descendre de version notre fichier CATIA, à ce moment-là, nous aurons un solide mort dans le cas de notre conception solide. Donc, je vais rester en CATIA R26, R 2016, et je vais valider l'export. Le fichier a été converti en CATIA V5. Je peux maintenant venir ouvrir pour vérifier mon CATIA V5. Donc je vais ouvrir le launcher Visiative pour lancer la version 2016 de la V5. Et venir ouvrir mon fichier corps extérieur. Et voilà, j'ai récupéré mon fichier en V5 et je vois bien que j'ai mon corps principal avec toutes les opérations que je peux également en V5 venir modifier ma conception comme je le souhaite. Dans cette nouvelle partie de la conception, nous allons travailler en co-design, c'est-à-dire à travailler à plusieurs personnes sur la même pièce. Donc nous allons revenir sur le carter alternateur. Je vais venir contacter Cédric via la messagerie instantanée
et lui proposer de faire de la co-revue. De son côté, Cédric va recevoir la notification, va pouvoir l'accepter, et à ce moment-là, il va venir récupérer la pièce sur laquelle je suis en train de travailler directement sur son poste sans avoir besoin de venir la chercher dans la base. De mon côté, je vais pouvoir continuer à échanger avec lui via la messagerie et lui proposer par exemple qu'il vienne modifier sa pièce pendant que moi, je finalise la gravure sur la partie esthétique. Cédric va maintenant pouvoir prendre la main sur le fichier, donc nous allons avoir le même fichier, la même pièce 3D sur nos deux postes, et Cédric va pouvoir réaliser ces différentes modifications. Donc lui, c'est plus un problème d'encombrement qui doit gérer, donc il va venir modifier la protubérance du carter, par exemple en modifiant le diamètre de la protubérance. Et également en venant modifier la surface d'appui de la fin de la protubérance. Voilà, il va prévisualiser cette nouvelle modification. Il va venir s'appuyer sur une deuxième surface, une nouvelle surface, et il va valider. Voilà. Cédric a fini son travail et a modifié la protubérance. De mon côté, on va revenir sur la visualisation sur mon poste. De mon côté, je travaille sur la même pièce que Cédric. Donc la pièce qui est non modifiée, moi aussi. Je vais pouvoir de mon côté venir chercher le logo visuatif dans la base de données. Que je vais venir ouvrir sur mon poste. Ce logo visuatif contient une copie optimisée qui va me permettre de réaliser ma gravure. Donc je vais venir utiliser cette copie optimisée. Et je vais définir mes éléments de référence pour positionner ma gravure. Voilà, la gravure est réalisée. Je vais maintenant pouvoir, en plus, rajouter par exemple du texte à graver. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité en esquisse dans la 3D Experience que nous n'avions pas en V5, qui va nous permettre de rajouter du texte dans une esquisse. Je vais éditer l'esquisse. Je vais venir définir un cercle pour faire une gravure circulaire. Donc ça va être mon élément de référence pour appuyer mon texte. Et maintenant, je vais venir positionner mon texte sous mon logo et également au-dessus du logo, toujours de façon circulaire, pour après repositionner ce cercle, changer l'espacement, la police, j'ai plusieurs possibilités. Et je n'ai plus maintenant qu'à valider mon esquisse et modifier mes fonctions de gravure. Voilà, j'ai fini de mon côté mes modifications, je peux cacher le logo. Cédric, qui lui aussi a fini sa conception, va pouvoir me recontacter par la messagerie. Voilà, il va me signifier que lui aussi a fini ses modifications. Et de mon côté, je vais lui proposer que nous partagions nos différentes conceptions. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la partie de ma pièce que j'ai modifiée et je vais lui partager. À ce moment-là, Cédric, sur son poste, va venir recevoir une notification et va pouvoir venir visionner quelles sont les modifications de conception que j'ai réalisées. Et il va pouvoir également visualiser
le rendu de la fusion des deux conceptions. Donc je vois bien que ma gravure s'est reportée sur la nouvelle forme de la protubérance réalisée par Cédric. Je peux également visualiser au niveau de mon arborescence les différentes fonctions qui ont été enlevées, rajoutées ou modifiées. Voilà, donc ça me permet de voir un petit peu quelles ont été les différentes modifications qui sont faites grâce à un jeu de couleurs. Et Cédric n'a plus maintenant qu'à valider la fusion des deux conceptions et se retrouve avec la pièce finalisée avec mes conceptions plus les siennes. Et il n'aura plus maintenant qu'à sauvegarder le fichier dans la base pour qu'il soit partageable et visualisable par tout le monde.